Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on est le 4 mars et je vais vous parler de mes deux dernières lectures. J'ai dévoré deux romans sur une semaine. Il y en a un pour lequel j'ai vraiment eu un gros coup de cœur, l'autre que j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur mais je l'ai fortement apprécié quand même. Je vais commencer par celui-là, c'est le roman D'amour et de miel de Meredith May. Donc c'est un roman que j'ai reçu dans la box La Cube, la box Feel Good, donc c'est une box... je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai fait ici de l'unboxing. La box coûte 75 €. Vous recevez à l'intérieur 4 livres et des goodies. Et parmi donc les livres que j'ai reçus, il y a celui-ci. Il me tentait vraiment beaucoup. Je trouvais que la couverture était vraiment très très belle. Donc c'est publié chez Mazarine. Je me suis donc lancée dans cette lecture. Il n'est pas très très long. Il fait 374 pages. Mais je trouve que en fait l'écriture est quand même assez petite. Et il y a beaucoup d'écriture sur les pages. Donc il n'y a pas beaucoup de pages, mais j'ai trouvé que ça m'a pris quand même beaucoup de temps pour le lire. Alors ce roman est autobiographique. Je ne lis pas souvent des autobiographies, du coup c'est vrai que je suis pas trop dans ma zone de confort. Malgré tout, j'ai bien aimé cette lecture. Après, est-ce que je l'aurais placé dans une box feel good ? Je ne sais pas, parce que certes le message final est positif, donc là je comprends pourquoi il a été placé dans cette box. Néanmoins, c'est une lecture qui n'a pas été évidente à tous les niveaux. Donc on suit ici l'autrice, Meredith May. On va la suivre de ses 5 ans à ses plus ou moins 18 ans. Quand elle a 5 ans, elle vit un grand traumatisme puisque ses parents se séparent. On est en 1975. Sa maman quitte le foyer avec son petit frère et va s'installer en Californie chez les grands-parents donc de Meredith. À partir de là, Meredith va vivre une enfance très compliquée. Son enfance n'était pas forcément facile avant parce qu'elle vivait entourée de cris, de disputes, de silence, de violence aussi verbale, pas contre elle-même mais entre ses parents. Néanmoins, elle avait l'amour de sa mère et l'amour de son père et donc on va dire que ça allait encore, voilà. Même si moi en lisant je comprenais bien que c'est quand même pas l'idéal, ça allait encore. Mais alors à partir du moment où elle va se retrouver chez ses grands-parents, elle va vivre une enfance vraiment pas terrible du tout. Parce que sa maman va tomber en dépression, mais vraiment une grave dépression pour laquelle elle ne va jamais être soignée. En fait sa maman va s'enfermer dans sa chambre chez donc sa propre mère à elle, donc la grand-mère de Meredith, et n'en sortira quasiment plus. Ce qui fait que Meredith et son petit frère, donc qui a 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça en moins qu'elle, eh bien ils vont se retrouver sans maman, avec un papa qui vit très loin et qu'ils vont voir très très peu. On comprend très très vite que cette maman est une maman extrêmement toxique et que la grand-mère n'est pas beaucoup mieux. Il y a beaucoup de secrets qui entourent cette famille et beaucoup de non-dits, beaucoup de blessures, de souffrances, tout ça, un amalgame en fait de choses qui n'ont pas été résolues et qui pèsent très très fort sur cette maman qui ne parvient plus à s'occuper de ses enfants. En fait très très vite ses enfants deviennent un fardeau pour elle, un rappel constant de sa vie d'avant quand elle était mariée. Elle ne se remettra en fait jamais de ce divorce. Et donc ces enfants vont grandir comme ça, sans amour, sans affection, un peu livrés à eux-mêmes. Malgré tout on s'en occupe parce que voilà, ils ont quand même un toit, ils ont à manger, ils vont à l'école, etc. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de chaleur en fait dans ce foyer. Et c'est assez douloureux en fait de lire ça quand tu es toi-même maman. Enfin c'est pour ça que moi il y a certaines scènes qui ont été compliquées. C'est parce que je suis moi-même maman d'une fille aînée et donc d'un petit garçon qui suit. En fait mes enfants ont le même, plus ou moins les mêmes nombres d'années d'écart comme Meredith et son frère. Et donc du coup je me suis imaginée à la place de cette mère et c'est vrai que j'étais quand même révoltée tout au long du roman parce que pour moi c'est juste impensable d'agir comme ça avec ses enfants. C'est pas possible en fait. Je peux pas concevoir qu'on agisse comme ça avec ses enfants. Fort heureusement Meredith, donc elle a son grand-père qui n'est pas son vrai grand-père, c'est le mari de sa grand-mère. Mais elle va se lier très très fort d'affection par rapport à cet homme et cet homme va lui donner beaucoup d'amour, énormément d'amour. La seule source d'amour on peut dire qu'elle va trouver c'est chez son daddy qui est apiculteur et donc elle va s'intéresser très vite aux abeilles, au monde des abeilles et elle va trouver un réconfort qui je pense lui a permis de traverser toute son enfance et toute son adolescence
sans mal tourner, on va dire, parce que elle a quand même, je pense, accompli une vie assez riche. Son frère, je ne sais pas parce qu'elle n'en parle pas à l'âge adulte, mais elle, on le sait parce qu'à la fin il y a un épilogue avec quand elle est adulte, quand elle a 45 ans. Et vraiment, elle a réussi à trouver une passion et quelque chose à quoi se rattacher. Ce qui fait que dans le roman, eh bien, on parle beaucoup d'abeilles, forcément, et on en apprend beaucoup sur les abeilles. Personnellement, les abeilles, c'est pas un sujet qui m'intéresse fortement, mais c'est pas non plus un sujet auquel je suis réfractaire. Donc j'étais quand même assez intéressée, je me suis dit pourquoi pas en apprendre plus sur les abeilles. Oui, je dis oui. Et donc du coup ici c'est vrai que on a beaucoup d'explications sur les abeilles, sur leur mode de fonctionnement, de reproduction, de nourriture, etc. Comment se former ruches et compagnie. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est pas... Parfois c'est peut-être un peu long. En fait ce qui est un peu long c'est que il y a certaines explications, mais le problème c'est que moi j'arrivais pas à me représenter les choses dans ma tête parce que je sais pas à quoi ça ressemble en fait. Et donc du coup parfois j'allais voir sur internet, je tapais certaines choses sur Google pour essayer de me faire une représentation du truc dont on parlait. Parce que c'est vrai que du coup comme t'as aucune connaissance et qu'il n'y a pas, y a pas d'image quoi, c'est un peu compliqué de se faire une idée de la chose. Après vous avez quand même des photos hein. Au début du roman il y a des photos. Et ici il y en a aussi, donc ce sont des vraies photos de la vie donc de Meredith May. Et ça j'ai trouvé ça cool qu'il y avait quand même quelques photos. Parce que du coup on voit à quoi ressemble son daddy, on voit à quoi ressemble son petit frère. Donc ça j'ai trouvé ça bien. C'est un roman qui comporte de très belles leçons. Parce que vraiment voilà, même en ayant vécu des choses très difficiles, on comprend en fait comment des enfants arrivent à s'en sortir quand ils ont quelque chose à quoi se rattacher. Et je pense que ça c'est vraiment très important, avoir vraiment une passion, quelque chose qui tourne peut-être même à l'obsession par moment, mais qui en tout cas t'offre un réconfort, un exutoire, un moyen de t'isoler de ce qui te fait souffrir. Donc voilà, je vais pas en dire plus, voilà. Elle porte aussi, je trouve à la fin, un regard sur ce qu'a vécu sa mère très mature. Je dis pas qu'elle lui a forcément pardonné ce qu'elle lui a fait subir. En tout cas elle essaie de se mettre à sa place. Et ça je trouve que c'est déjà très bien. Et ça se finit d'une belle façon. J'ai trouvé que ça se finissait vraiment bien. J'ai beaucoup aimé la fin. Voilà. C'est pas facile à lire hein, quand vous êtes une maman. Je pense surtout ou vous-même si vous avez subi peut-être des violences de la part de votre maman dans l'enfance. Lire ça, ça peut peut-être vous raviver des traumatismes. Mais j'ai trouvé que c'était bien écrit, c'était un bon roman. Pour moi c'est un bon roman et je suis contente de l'avoir découvert. Je vais maintenant partir sur une note beaucoup plus légère puisque j'ai lu le tome 1 de Anne de Green Gables. Donc c'est Lucie Maud Montgomery. Et cette édition qui est juste fantastique, merveilleuse, c'est l'édition Monsieur Toussaint L'Aventure. Apparemment de ce que j'ai pu voir c'est une maison d'édition qui publie de très très beaux ouvrages. Et franchement oui, oui, 1000 fois oui, ce livre est trop beau. Je l'ai lu en, je sais pas, 2 jours, je crois que je l'ai lu en 2 jours. Tellement j'ai aimé. Ah là franchement c'est le gros coup de cœur. J'ai adoré ce roman mais je pensais pas l'aimer à ce point là, vraiment. C'est frais, c'est plein de douceur, c'est plein de senteurs printanières. C'est léger et c'est plein de belles leçons aussi parce qu'au final donc ici on va suivre Anne qui est une petite orpheline de 11 ans et qui va être adoptée par un frère et une sœur qui vivent à Green Gables. Donc c'est la maison des pignons verts, je crois que ça se traduit comme ça en français. Ça se passe au Canada et donc elle va être adoptée en fait par erreur puisque normalement ils attendaient un petit garçon pour les aider à la ferme et c'est une fille qui leur a été livrée. Et donc au début ils en veulent pas trop parce que, enfin surtout la sœur hein, mais le frère lui il se prend d'affection tout de suite pour Anne. Mais voilà, au final il décide quand même de lui laisser sa chance et de la garder. Et il y a une très belle relation qui va naître entre ces 3 personnes. Anne c'est une petite fille qui est vraiment particulière. Déjà elle est rousse et apparemment les rousses à l'époque ils n'étaient pas trop appréciés, ou en tout cas on se moquait beaucoup d'eux. C'est étonnant parce que maintenant le roux c'est une couleur qui est super à la mode. C'est vraiment la couleur de cheveux que beaucoup de gens aimeraient avoir. Et voilà, et donc du coup c'est une petite fille qui a énormément d'imagination. Elle se perd tout le temps dans son imagination. Et elle parle en faisant de belles phrases, en utilisant des mots très savants pour son âge. Ce que j'aime particulièrement chez elle, c'est qu'elle voit le bon dans tout, dans toutes les situations, même dans ses malheurs. Elle parvient toujours à tirer quelque chose de positif. Et c'est juste trop beau en fait. Et ça te donne juste
envie d'être comme elle parce que c'est une petite fille qui vit les choses en fait à fond. Ses tristesses, elle les vit à 100%, ses bonheurs à 100%, et donc parfois elle peut passer du rire aux larmes comme ça en quelques heures parce qu'elle est comme ça, elle est très sensible et vraiment elle vit à fond tout. Et je trouve ça génial. Bon, c'est vrai que quand tu vis des malheurs, du coup ben, tu pleures fois 1000, mais en même temps tous les petits bonheurs qu'elle trouve, une petite fleur qu'elle va voir, voilà, ou le cerisier qui est en fleurs, elle se lève le matin, le cerisier est en fleurs, ben la journée pour elle est magnifique parce que le cerisier est en fleurs, et en fait elle s'émerveille de tout et de rien, de tout ce que la nature lui apporte. Et je trouve ça beau. Les descriptions, il y a beaucoup de descriptions, hein, faut aimer ça. Moi j'ai adoré parce que c'est bien écrit. Ah là là, qu'est-ce que c'est bien écrit. Alors faut savoir que le roman a été écrit début des années 1900. Je me demande si c'est pas 1906, un truc comme ça, 1906 ou 1908. Donc on est sur un style littéraire ben, fourni quoi, voilà, c'est pas une écriture moderne. Pour autant c'est pas du tout lourd, c'est pas pesant à lire, pas du tout, mais c'est beau, mais ce sont des longues phrases. Enfin c'est un, voilà, c'est un style vieillot, mais moi je trouve ça trop beau, franchement j'adore. C'est merveilleux comme histoire, vraiment merveilleux. Et donc dans le tome 1 on suit Anne de ses 11 ans à ses 16 ans. C'est un livre donc qui parle d'une petite fille voire adolescente, mais pour autant je ne trouve pas que ce soit un livre adressé aux enfants, en tout cas à la jeunesse. Du point de vue du style, je pense que un enfant aura du mal à apprécier ce style qui est pas assez moderne, je crois. Voilà, après bon voilà, chaque enfant est différent, mais j'ai un peu de mal à imaginer un enfant de 10-11 ans lire ça, vraiment. Pour moi c'est totalement adapté aux adultes. Voilà, je suis adulte et j'ai passé un moment merveilleux avec cette histoire. Du coup j'ai tellement eu un coup de cœur incroyable pour cette histoire que j'ai acheté le tome 2. Voilà, je n'ai pas pu attendre. Pour vous dire, j'étais à la moitié de ma lecture du tome 1, que j'étais déjà en train d'acheter le tome 2 parce que j'aime tellement. Et voilà, je suis en train de lire, hein, je suis à la page déjà 141, voilà, en une journée. Je vais encore le bouffer très très vite. J'ai commandé le tome 3, voilà. Le tome 3 est déjà commandé parce que je suis trop fan. En fait, ça sent, déjà c'est quelque chose que je vous conseille de lire au printemps, vraiment, ça sent le printemps à fond de balle, même si tu traverses plusieurs saisons. Je trouve que ça c'est totalement approprié pour le printemps. Et en plus, ben avec ce qu'on vit pour le moment, avec la Russie, l'Ukraine, compagnie, je trouve que c'est hyper angoissant. Et coucou, je vous retrouve, nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 mars. Le dernier rush de vidéo s'est fini un petit peu abruptement parce que mes enfants sont rentrés dans la maison et donc du coup j'ai plus pu filmer après. Voilà, j'ai dû couper la caméra et j'ai dû m'occuper d'eux, donc du coup voilà, j'ai pas su terminer ce que j'étais en train de dire. Je me souviens que je vous parlais de Anne de Green Gables et que je vous parlais du tome 2. Je vous disais que j'allais commencer en fait le tome 2 et ben voilà, là je suis, il me reste une centaine de pages, je crois qu'il me reste un peu moins de 100 pages. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée d'enchaîner en vous parlant donc de ce tome-ci. Dans ce tome-ci, contrairement au premier tome, si vous voulez, dans le premier tome on suit Anne de ses 11 ans à ses 16 ans et demi. Ici elle a 17 ans et en fait elle a 17 ans pendant tout le tome. En tout cas là il reste 100 pages et depuis le début du tome elle a 17 ans. Donc je pense qu'à la limite peut-être qu'elle aura 18 ans à la fin du tome. Mais je veux dire on la suit sur un moins grand laps de temps par rapport à son âge. Je vous avoue que j'aime toujours autant. C'est vraiment une saga je trouve à lire au printemps. Ça fait trop du bien, c'est plein de douceur et en fait c'est plein d'innocence dans les réflexions que Anne se fait, même si là elle est un peu plus âgée donc elle se fait peut-être un peu moins de réflexions innocentes, mais elle est toujours entourée d'enfants puisque là elle devient en fait institutrice et donc du coup elle a plein d'enfants autour d'elle, des enfants de tous les âges qui ont des réflexions très innocentes, très naïves et ça fait je trouve vraiment du bien de lire ça. Vraiment j'ai un gros coup de cœur, j'aime beaucoup et pour tout vous dire j'ai acheté le tome 3. Donc il est comme ça le tome 3. Je trouve que le travail de... donc c'est publié chez Monsieur Toussaint L'Aventure. Je trouve que le travail d'édition il est sublime, c'est magnifique. Vous n'avez pas de synopsis à l'arrière. Vous avez juste à chaque fois une petite citation de Lucie Maud Montgomery, donc l'autrice. La tranche est comme ça avec une écriture un peu dorée
et voilà, je trouve que c'est juste magnifique. Et je vais vous montrer quand vous mettez les trois ensemble. Il y a le quatrième qui est sorti, hein. Je ne l'ai pas encore acheté, mais je vais l'acheter, c'est sûr. Quand vous mettez les trois ensemble, ça fait ça. Je trouve que c'est tellement beau, mais vraiment c'est magnifique dans une bibliothèque. Le quatrième tome est dans les tons bleutés. Ce qui est assez drôle, c'est que je trouve que vous avez une espèce d'ambiance en fonction des saisons par rapport au livre. Par exemple ici, dans le tome 1, on voit que les arbres sont nus, il n'y a pas de feuilles ni rien. On a plutôt une impression d'automne, en tout cas de mois de novembre. Dans celui-ci, le tome 2 que je suis en train de lire, ça me fait aussi penser un peu à l'automne, mais plus au mois d'octobre. Tu sais, quand tu as encore l'été indien, il y a encore plein de feuilles sur les arbres. On est vraiment au tout début de l'automne. Le troisième tome, celui-là, il me fait vraiment penser plus à l'été, parce que vraiment avec ces couleurs, il y a beaucoup de rose, de violet. Je trouve ça trop joli. Et alors le quatrième tome que j'ai pas pour vous montrer, il est dans les tons bleus. Il fait plus penser, je trouve, à l'hiver. Donc voilà, par rapport à mes lectures en cours, je suis vraiment trop fan. Je vous conseille cette série si vous avez besoin d'un livre rempli de douceur, où il se passe rien de moche, où voilà, il n'y a pas non plus une intrigue de fou, mais c'est juste que ça fait énormément de bien de lire ça. Voilà, gros coup de cœur pour moi cette saga. Je voulais aussi vous prévenir, parce que peut-être que vous ne le savez pas, ça pourrait être intéressant pour les personnes qui ont un abonnement sur KDP, donc Kindle d'Amazon. Je crois que l'abonnement c'est une dizaine d'euros par mois. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si vous voulez avoir plus d'informations par rapport aux abonnements Kindle. Mais voilà, sachez que Forbidden Love, le tome 1, donc Love Me, donc mon roman, hein, est disponible à l'emprunt. Donc c'est plutôt chouette parce que si vous avez cet abonnement qui coûte une dizaine d'euros par mois, eh ben, vous pouvez découvrir le tome 1 gratuitement puisqu'il est compris dans l'abonnement, et si vous intéresse, vous pouvez éventuellement vous procurer le tome 2 par la suite. Mais voilà, je trouve que, enfin voilà, j'avais envie de vous le dire parce que je suppose que certains d'entre vous ont l'abonnement Kindle, et donc ça pourrait être sympa si vous voulez le découvrir et que vous voulez pas le payer, et ben sachez que vous pouvez l'avoir dans l'abonnement, mais c'est uniquement le tome 1. Voilà, le tome 2 n'est pas disponible à l'abonnement, mais en tout cas ça vous permettra de découvrir et de voir si éventuellement l'histoire pourrait vous plaire. Pour terminer ce petit vlog, je voulais vous montrer mes dernières réalisations en aquarelle. Si jamais ça vous intéresse vraiment de voir ce que je fais au quotidien, parce que j'en fais vraiment beaucoup, hein, pas tous les jours mais presque, j'essaie de peindre presque tous les jours. Je mets à chaque fois sur Instagram en stories, ou alors je fais un post dédié à la peinture que j'ai réalisée. Donc si vous voulez vraiment voir ce que je fais au jour le jour, eh bien vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai tenté un petit défi trouvé sur la chaîne de Tribulation de Marie. Donc c'était un défi qu'elle a lancé ce week-end. Et elle a fait une vidéo, elle a fait un post Instagram, etc. J'ai suivi la vidéo, j'ai fait une peinture en fonction de la vidéo, et j'ai aussi fait une peinture en fonction de son post Instagram parce que c'était pas la même photo de représentation. Je vous montre ça tout de suite. Donc en fait le but c'était de prendre une seule couleur dans sa palette d'aquarelle, et avec cette unique couleur il fallait faire un paysage. Donc c'est à dire qu'il fallait jouer sur le dosage de l'eau pour faire des tons plus foncés, des tons plus clairs. C'est un très très bon exercice, surtout quand on débute et qu'on galère avec le dosage de l'eau. Et donc la première aquarelle c'est celle-ci. Donc ça c'est ce que j'ai trouvé sur sa chaîne YouTube, donc je vous mettrai le tuto en barre d'infos pour réaliser cette peinture là. Elle le réalise avec de l'encre de Chine. Je n'ai pas d'encre de Chine, donc moi j'ai pris la couleur la plus foncée que j'avais dans ma palette. J'ai voulu prendre un bleu, j'aurais pu prendre du gris, mais vous allez voir je l'ai fait avec du gris après, donc je vais vous montrer. Là voilà, j'ai fait avec du bleu et je suis super contente du résultat parce que franchement je trouve que j'ai bien géré les transitions de couleurs, et vraiment voilà, je suis assez satisfaite. Je trouve que ça donne très très bien. Du coup ce week-end j'ai essayé avec elle avait mis en fait en post Instagram sur son compte deux photos. On pouvait choisir de représenter l'une ou l'autre, ou même les deux, bon j'en ai fait qu'une. Et c'était pareil quoi, avec une seule couleur il fallait décliner en plusieurs teintes, et donc voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai pris le paysage avec la montagne, l'autre paysage c'était avec une route, mais je me sentais moins capable de le faire. Donc je me suis dit que j'arriverais peut-être mieux que celui-ci. Et je suis assez contente parce que je trouve que ça donne bien. Voilà, cette fois-ci je l'ai fait dans des tons gris. Je vous avoue que je suis beaucoup moins fan du gris. Je trouve pas que le gris ça a une couleur hyper belle. Mais c'était pour ne plus utiliser le bleu et pour essayer d'un peu changer. Donc voilà, je trouve que ça donne bien. Je pense que je m'en sors plutôt pas mal avec le dosage de l'eau.
pour faire des tons foncés, des tons clairs. Je crois que j'ai compris et ben voilà, je trouve ça, ça me fait plaisir d'avoir réussi à capter ça parce que je sais que c'est quelque chose qui est super important en aquarelle. Je vous montre aussi d'autres petites réalisations que j'ai faites, donc je vous montre ça vite fait. J'ai fait cette espèce de petite carte avec, donc ça j'ai complètement inventé. J'ai trouvé en fait un modèle, j'ai vu que quelqu'un, je sais plus c'est quel compte Instagram, j'ai pas noté, avait fait en fait 3 vases avec des petites fleurs dedans, dans des tons, le même ton en fait, à chaque fois en bleu foncé. J'ai eu l'idée de reprendre l'idée des 3 vases, mais par contre pour tout ce qui est couleurs, fleurs, plantes que j'ai mis dans les vases, ça j'ai complètement inventé, je n'ai recopié sur personne. Voilà, je trouve que c'est assez sympa, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait et je trouve que les dégradés dans les vases sont super jolis. Je me suis inspirée de vases que j'ai en fait chez moi et de plantes aussi, et voilà, j'aime bien, je trouve ça vraiment joli. J'ai essayé de faire une peinture sans tuto, c'est la première que, enfin j'ai essayé de faire des petits vases mais j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus compliqué. J'ai fait ça, donc c'est une mésange bleue, j'ai testé et je vous avoue que je suis assez contente du résultat. Je pensais pas y arriver aussi bien, je me suis dit que ça allait être une catastrophe, mais en fait ça va. J'ai d'abord représenté la mésange au crayon, je l'ai dessinée et puis je l'ai peint, et ensuite j'ai fait un espèce de petit paysage autour. Alors l'idée du paysage dans les tons bleus, verts, etc., j'ai trouvé ça sur Google, j'ai tapé je sais plus moi, oiseau, aquarelle, un truc comme ça, et je suis tombée sur ça, mais j'ai pas noté les références donc je sais pas vous dire de qui ça vient. Par rapport à l'oiseau, ça je n'ai recopié personne, hein, ça vient de moi, j'ai juste pris une photo d'une mésange bleue et je l'ai représentée. Et je suis assez contente parce que je n'ai pas bavé, ça donne bien, il y a quand même des détails et voilà. Je trouve que pour une première, en tout cas en tuto, enfin sans tuto, je trouve que j'ai plutôt bien géré. Et alors la dernière que j'ai faite, je l'ai faite hier, j'ai fait ce bouquet de fleurs. Là par contre c'est pas en freestyle, hein, c'est du recopiage. J'ai quasiment fait épuiser toutes les vidéos sur la chaîne de Les Tribulations de Marie. Malheureusement, il me reste des vidéos sur le thème de l'hiver avec un chalet sous la neige, etc. Mais là je vous avoue que j'ai pas du tout envie de faire quelque chose en rapport avec l'hiver. Là j'ai vraiment besoin de couleurs, de fleurs, de tons printaniers. Et du coup je suis allée voir sur son Instagram pour voir si elle avait pas des photos. Et je me suis dit que j'essaierais de reproduire des photos. Et en fait j'ai trouvé un petit tuto. Donc elle le fait en vitesse très rapide sur son Instagram. Et donc ben voilà, je m'amusais à chaque fois à mettre des pauses, des plays, des pauses, des plays. Bon j'essaie de faire comme j'ai pu. Mais au final je trouve que le résultat est vraiment sympa. Je trouve que c'est joli. Et voilà, je suis vraiment contente. Par contre les tons foncés, je trouve que sa palette à elle est beaucoup plus pigmentée et elle a beaucoup plus de facilité à faire des tons foncés. Moi disons que je dois attendre que ça sèche pour pouvoir remettre une couche par dessus pour que ce soit foncé, alors que elle au premier passage c'est déjà foncé. Mais bon voilà, ça c'est en fonction de la qualité des aquarelles. Elle possède de très bonnes aquarelles, j'aimerais vraiment bien avoir les mêmes, c'est de la marque Sennelier. Mais c'est 50 balles la palette de 12 demi-godets je crois, et actuellement je ne peux pas me permettre de l'acheter. Donc du coup je fais avec les aquarelles que j'ai qui sont moins pigmentées mais qui permettent quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais d'avoir un résultat vraiment pas dégueulasse quoi. Donc voilà, je suis vraiment contente de cette réalisation, je la trouve assez jolie. Donc voilà pour les petites nouvelles lectures et aquarelles. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir mes aquarelles au jour le jour. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!